Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur Balade de cerveau. Cette semaine, on va parler encore d'un sujet comme évoqué sur Instagram. Il y a des personnes qui m'ont demandé de parler de la mort. Du coup, voilà, le titre de l'épisode, je l'aurais sûrement appelé « Pourquoi est-ce qu'on a si peur de la mort ?» ou quelque chose qui ressemble. Et pourquoi je trouve que c'est essentiel d'en parler, dans quel but aussi. Donc voilà, premier avertissement, si tu es un trigger warning, tout simplement un avertissement, si tu es sensible à tout ce qui touche au deuil, à la mort, peut-être potentiellement au suicide, même si je suis pas sûre d'en parler, que j'en parlerai peut-être plus dans un autre épisode. Ce sont des sujets parfois qui sont profonds et qui sont parfois difficiles à entendre. Des fois, on n'est pas prêt ou prête. Donc si c'est trop pour toi aujourd'hui, si c'est trop sensible, si c'est des sujets des thématiques trop intenses, surtout prenez soin de vous. Je vous invite à quitter l'épisode, revenir quand ce sera peut-être le bon moment pour vous. Et si c'est jamais le bon moment, il n'y a pas de problème. Faut surtout se sentir à peu près, entre guillemets, bien en écoutant ce type d'épisode de podcast. Voilà, si vous voyez que même si là vous vous sentez prête et que vous commencez l'écoute de l'épisode et que pendant l'écoute vous avez des émotions trop intenses qui se réveillent, je vous invite dans tous les cas à stopper l'écoute de cet épisode et à vous tourner vers un professionnel de la santé mentale. Il y a aussi un numéro national de prévention contre le suicide qui est le 31 14. C'est un numéro qui est gratuit, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si jamais vous êtes dans cet état émotionnel, je vous invite aussi à poser vos questions ou à demander de l'aide vers ces numéros gratuits. Et si vous vous sentez capable et que c'est dans vos possibilités, consultez un psychologue, un psychiatre ou un médecin même généraliste d'abord pour être accompagné, pour être écouté et pour être redirigé. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et voilà, on va pouvoir commencer. Déjà, regardez là, j'ai mis mon petit plaid, j'ai un peu froid, l'hiver commence à s'installer. Donc, je me suis mis bien, j'ai ma petite gourde, mon petit plaid pour être un peu à l'aise. J'espère que l'épisode vidéo va fonctionner. En tout cas, moi, j'ai tout qui est bien. Je suis dans ma petite chaise et tout dans ma chambre. Il y en a. D'ailleurs, j'ai toujours pas mis la vidéo de l'autre. Je crois que j'arrive pas à accepter de l'autre épisode de la semaine dernière. J'arrive pas à accepter que la caméra, elle a mis des passages flous, etc. Donc, je pense que je vais vraiment essayer de le publier quand même. Vaut mieux fait que parfait, comme on dit. Et j'espère que normalement, l'aspect de la vidéo là, il est bien. J'espère que ça enregistre bien, que tout enregistre bien. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations. Donc, pour cet épisode, je l'ai pensé en 2 parties. Enfin, en tout cas, j'ai 2 axes que j'aimerais aborder. Le premier, qui est bien sûr le thème central, c'est de comprendre la peur de la mort. Et moi, j'ai fait un focus sur qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Il y a quoi derrière cette peur de la mort? Parce que bien souvent, il y a des racines, en fait, qui sont pas forcément liées au fait de mourir. Mais derrière cette peur, il y a des raisons biologiques, psychologiques, parfois symboliques. Et j'ai personnellement trouvé 8 racines potentielles de ce qui se trouve, en fait, derrière la peur de la mort. Comme ça, les personnes qui écoutent, qui se sentent concernées par certains axes, ils pourront avoir aussi des questions introspectives à se demander, à se questionner, de manière à avoir déjà plus de compréhension, plus de lucidité sur ce qui se joue en nous. Et ça me semblait aussi important. Pour que ça soit un peu plus digeste, j'essaye vraiment de pas partir dans tous les sens. Donc bien sûr qu'il y aurait encore mille et une choses à dire par rapport à ces thématiques. Et prenez-le comme juste une introduction et juste quelques axes et pistes à explorer. Et deuxièmement, voir comment parler de la mort, du coup, comme on est en train de le faire avec ces épisodes, ou simplement y penser déjà. Ça peut devenir une manière de reprendre du pouvoir ou de reprendre sa place dans la vie, avoir un sentiment de contrôle. Parce qu'on peut aussi faire beaucoup de choses de son vivant. Et aujourd'hui, je vais vous présenter en fait 3 choses à mettre en place de son vivant. Et c'est pas forcément lié à se préparer à mourir ou anticiper les choses. C'est simplement des choses peut-être à mettre en place de manière à vivre plus en paix et avoir aussi une répercussion sur nos proches qui peut être
assisterons à notre propre mort. Voilà, sujet un petit peu délicat. J'espère que l'écoute sera agréable. Moi, je me suis questionnée si personnellement j'avais peur de la mort. Je crois pas avoir peur de la mort en tant que telle. Et j'ai une autre peur qui, en plus, en préparant l'épisode, je me suis dit, moi, c'est plutôt ça, ma racine, qui a derrière la peur de la mort. Donc, factuellement, j'ai jamais ressenti le fait d'avoir peur de mourir, parce que j'ai la sensation que le moment où ça arrivera, c'est que ça sera mon heure, quoi. Si je dois le dire le plus simplement possible. Et pour l'instant, j'ai bien sûr envie de profiter surtout de comment vivre et comment je vis intensément. Et je pense que il y a une forme à l'intérieur de moi où je suis aussi curieuse, sans être forcément pressée que ça arrive, mais je suis curieuse parce que j'aime l'expérience de la vie, et si j'aime autant l'expérience de la vie, j'aime aussi l'expérience de la mort, et je suis curieuse un peu de l'après, de comment ça va être, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on a encore conscience ou pas, enfin bref, ça vient peut-être répondre à toutes mes questions existentielles que j'ai depuis toujours, et l'histoire que là je suis en train de me façonner sur l'après-mort, que je vais pas forcément détailler dans les épisodes parce que ça c'est propre à chacun, à ses croyances, à ses religions, et voilà, je trouve ça pas forcément, ou alors faudrait faire venir des personnes en discussion, bref, on verra plus tard. Et j'espère juste, moi, je dirais pas peur parce que voilà, c'est juste une inquiétude ou un espoir peut-être. J'espère juste que mes proches qui seront encore là, présents, qui assisteront à ça, et ils souffriront le moins possible. C'est tout ce que j'espère. Mais je reconnais quand même que c'est une peur assez fréquente chez les personnes en général. Et du coup, j'ai voulu faire un épisode là-dessus pour comprendre un peu ce qu'il y a derrière. Et pour moi, j'ai la sensation que c'est l'une des plus grandes peurs que le monde a. Il doit y en avoir plusieurs, mais je pense qu'elle rentre dans les plus grandes peurs du monde. Et derrière, je pense qu'il y a peut-être la peur de l'inconnu, peut-être la peur de perdre du contrôle, une forme de contrôle, la peur d'être oublié, la peur d'être rejeté, la peur d'être remplacé, la peur de ne plus être à la hauteur, de voir aussi que les autres ils vont peut-être nous oublier, comme je disais juste avant. Donc voilà. Il y a aussi tout ce qui est mort symbolique. Moi, c'est ce que j'accompagne aussi les personnes en coaching, forcément en transition de vie. Il y a des choses à l'intérieur de nous qui doivent ou qui sont en train de mourir. Et du coup, voilà, c'est hyper intéressant aussi de comprendre la mort au travers de la mort symbolique, de toutes les mini-morts, entre guillemets, qu'on expérimente, que ça soit la fin d'une relation, d'un travail, etc. Mais la mort, là, en tant que telle qu'on parle depuis les plusieurs épisodes, c'est pas forcément la mort symbolique. Là, c'est la mort du corps, en fait. C'est ça, en fait, qui nous renvoie un petit peu à une expérience qu'on peut ni anticiper, ni partager. Il y a du mystère, personne est déjà mort et a dit ok, ça va se passer comme ci, comme ci, comme ça. Donc il y a du mystère, on sait pas, c'est de l'inconnu, c'est du vide, il y a tout qui est possible, et je pense que c'est l'une des raisons qui fait que c'est troublant, ou on peut en avoir peur, ou alors on se sent pas à l'aise avec ça. Et du coup, ce que je dis là, c'est surtout que cette peur, elle naît, je pense, du coup, d'un manque d'expérience collective. Personne peut raconter, et il n'y a pas de récit, d'expérience, de livre qu'on peut lire là-dessus. Il n'y a pas... Après, moi, j'étais en train de lire un livre, ça fait longtemps que j'ai pas lu, là, mais mon livre de chevet, c'est un livre sur la continuité de la conscience après la mort. Hyper gay, mais j'adore cette thématique-là. Pardon, je vous crie dans le micro. Je vais vous rigoler dans le micro trop fort. Et du coup, il y a des expériences de mort imminente, ce genre de choses, des vécus, comment ça s'appelle, des VSCD, vécus subjectifs de contact avec des défunts. Voilà, ce genre d'expérience comme ça, un peu qu'on pourrait dire paranormale, mais qui est expliquée d'une manière un peu plus scientifique dans le livre que je suis en train de lire, de personnes par exemple qui ont fait des opérations, qui ont eu une expérience de mort imminente, qui décrivent plus ou moins la même chose, sans forcément se concerter, et depuis des années. Donc on a quand même des brides d'informations, bribes, je sais jamais ce mot, bride, voilà, encore
un petit facteur de dyslexie. Bref, je passe à autre chose là parce que j'ai plein de choses à dire. Donc ouais, on a des morceaux mais sans avoir des certitudes exactes sur ce qui va se passer quand on va mourir. Et donc forcément, et ça fait qu'on n'arrive pas à calmer ce vide et ce flou et cet inconnu qui est propre à tout le monde. Et le cerveau, bien sûr, il déteste le flou. Il le remplit avec ce qu'il peut, et du coup, il va peut-être le remplir à ce moment-là avec des mythes, avec des angoisses, avec des scénarios, avec des croyances, avec voilà, avec nos histoires qu'on se raconte de tout ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on est en paix avec le cycle de la vie? Est-ce qu'on ne l'est pas? Et c'est un peu le sujet de l'épisode du jour. Donc voilà. Je pense que quand on a peur de la mort, c'est pas forcément qu'on a peur du futur et de l'après, parce que du coup, oui, même s'il y a l'inconnu, on sait pas en fait. Je sais pas. On sait pas, mais je pense qu'il y a surtout une peur de cesser d'exister, parce que c'est tout ce qu'on connaît finalement. Et ça peut être insurmontable non, plutôt insupportable. Insupportable pour un être qui passe, où on passe en fait notre vie à construire une identité, à construire des choses. En gros, la mort, ça vient dire... on passe des années à dire je suis quelqu'un, je construis des choses, je construis mon identité. Et la mort, ça vient nous dire ça y est, c'est fini. Tout ce que t'as construit, c'est fini. Toute ton identité, c'est fini. Et on sait pas la suite, ça va dépendre des croyances de chacun, mais il y a quand même une rupture, une fin. Et du coup, je pense que ça crée une tension à l'intérieur de nous entre le besoin d'être et la conscience de ne plus être. Et peut-être que la peur de la mort, ça vient de cette tension qu'il y a entre les deux. Et je repense à ce que je disais tout à l'heure dans mon partage personnel, où je disais, moi, j'ai la sensation que quand ça viendra, ce sera sûrement le bon moment, parce que c'est ma croyance personnelle qui m'appartient. Et du coup, quand je me dis ça, quand je le dis à voix haute, quand je l'ai pensé, quand je le dis là à voix haute, ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est l'opposé de la peur. En fait, j'ai confiance dans le cycle de la vie. J'accepte que je suis née. Là, je suis dans une phase où je construis des choses et à un moment donné, je vais mourir et ça va faire comme un cycle. Et il y a d'autres personnes qui vont naître et d'autres qui vont mourir. Et je suis assez en paix, moi, avec ce truc-là. Je pense que je suis en paix parce que peut-être que j'ai beaucoup côtoyé la mort. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr, c'est ma vie, j'en suis certaine. Je suis certaine de ce que j'ai vécu. Mais depuis que je suis enfant et adolescente, j'ai beaucoup côtoyé la mort au travers de décès dans mon entourage, plus d'une dizaine au total. Et donc, forcément, ce n'est plus une part inconnue pour moi. C'est quelque chose qui m'est connu, qui m'est familier. En tout cas, le processus. Ça me fait penser à une amie avec qui on a déjà discuté de ça, et elle, ça lui fait extrêmement peur. Elle a extrêmement peur de mourir. Enfin, elle a peur de mourir, elle a peur de la mort en général, elle a peur de perdre ses proches, parce qu'elle ne connaît pas. Elle n'a jamais fait l'expérience du deuil et d'être au contact un peu plus près de la mort, que ça soit quelqu'un de son entourage qui meurt. Et donc forcément, il y a une forme de distance. On ne connaît pas ça. On ne sait pas ce que ça fait ressentir dans le corps. Moi, je sais ce que ça fait ressentir dans le corps. Même si c'est très désagréable, ça rentre dans ma sphère connue. Et donc forcément, j'ai constaté que oui, la vie, elle s'arrête. Il y a des choses en nous aussi qui s'arrêtent en même temps qu'il y a des personnes qui décèdent. Mais il y a quand même un mais. J'ai la sensation, je sais pas comment le dire autrement, mais que la vie, elle a continué. Ma vie, elle a continué. J'ai continué d'exister. Même sans cette personne. Même sans ces personnes, j'ai continué d'exister. Et au fur et à mesure d'un travail et du temps aussi qui passe, d'un travail en thérapie, d'un travail sur moi-même, j'ai pu moi aussi me reconnecter à une forme de joie et à la vie. Donc, j'ai ancré une croyance dans mon expérience que c'est pas parce que je côtoie la mort, que c'est la fin de tout. Je peux continuer, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça que peut-être j'ai pas peur de la mort. En tout cas, pas en tant que telle dans l'énoncé. Bref, je m'égare. Bois un coup. Et je pense que je suis pas devenue coach de vie, coach en transition de vie pour rien, parce que forcément c'est des sujets qui m'ont touchée personnellement,
Ça fait partie de mes sujets passion, en fait, de comprendre des trucs de la vie et de comprendre des trucs de la mort, ou de ce que la mort, ça nous vient nous chambouler à l'intérieur quand on est encore en vie. Et donc, tous ces sujets-là, c'est ce que j'aime, c'est que les livres que je lis, c'est ce que je m'intéresse à ça depuis plus de 10 ans. J'ai fait énormément de thérapie. Et donc, du coup, c'est tout ce que j'aime aussi comme thématique. Donc, on pourrait dire qu'entre guillemets, je suis passionnée, même si c'est difficile de dire que je suis passionnée par la mort, mais je suis passionnée par ce qu'on ressent dans notre corps, comment on construit une identité, ce qui se passe dans notre cerveau. Donc, en fait, tous ces mécanismes-là, tous ces sujets-là, ça m'intéresse. Donc, cet intérêt personnel, plus le fait que ça soit familier chez moi, j'ai peut-être cette appétence à faire en sorte que cette peur, elle soit moins forte chez moi que chez d'autres personnes. Pour autant, je sais que c'est le sujet, la peur principale chez beaucoup de personnes. Et donc, je vous invite là à vous questionner. Est-ce que vous avez peur de mourir ? Est-ce que vous avez peur de la mort en général, si elle vient autour de vous ? Et si oui, si vous avez répondu oui à cette question, est-ce que vous savez d'où vient vraiment votre peur de la mort ? Parce que en soi, oui, on peut avoir peur de la mort, mais je pense que c'est la première lecture. Je pense que ce qui nous fait peur, au fond, c'est ce qu'on projette dessus, qui nous effraie. Et que chaque personne va mettre sa propre histoire, son propre filtre teinté sur en fait ce que ça évoque pour nous la mort. Peut-être que ça vient questionner votre rapport au contrôle, parce que vous avez besoin de tout contrôler dans votre vie, et forcément, ça c'est un événement de vie qui est hors de notre contrôle, et du coup ça vient dire quelque chose de votre contrôle. Ça peut être de votre lien à l'amour, à la perte, etc. Et je pense que ça vient aussi beaucoup dire de notre attachement à la vie, de comment on vit, de comment on aime, et à tout ce qu'on aime aussi en général, que ce soit des choses ou des personnes, et à tout ce qu'on n'a pas encore vécu. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça ? Est-ce que j'ai écrit d'autres choses ? Parce que des fois, j'ai quand même une trame que je suis pour pas trop m'égarer, parce que je suis quelqu'un qui m'égare beaucoup. Mais après, je suis un peu volatile. Donc voilà. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ont peur de la mort, qui cherchent à vaincre cette peur. Comme si elles étaient en lutte et en combat contre elle, en mode non, je ne veux pas la voir, je ne veux pas la ressentir. Donc il y a une forme de lutte, de tension. Soit vous voulez pas du tout la regarder, et comme si à l'intérieur de vous, vous voulez la mettre dans une petite boîte qui va dans une boîte, qui va dans une boîte, qui va dans une boîte, jusqu'au fond de l'intérieur de vous-même, et vous vous dites je ne vais jamais ouvrir ce truc. Ou alors, même si elle est proche, peut-être elle fait partie de vos vies, de vos choix, de vos décisions, mais vous vous sentez en lutte perpétuelle. Alors qu'en réalité, même si c'est difficile, et essayez juste peut-être de l'imaginer ou de vous l'autoriser à le penser, c'est le but selon moi, c'est de l'apprivoiser, de lui laisser l'espace à l'intérieur, de dire ok, j'ai le droit d'avoir peur de la mort. Et la première étape, c'est juste de dire oui, j'accepte d'avoir peur de la mort, et je la laisse un peu plus habiter mon corps pendant quelques secondes pour essayer de comprendre ce qu'elle veut me dire. Et ça va être un peu la suite de l'épisode, c'est qu'est-ce que la peur de la mort, elle vient vous dire. Parce que la problématique des personnes peut-être qui ont cette peur de la mort qui est très forte, c'est que ça va peut-être diriger vos choix de vie, ça va diriger vos désirs, ça va diriger votre façon d'aimer. Et ça peut, en quelque sorte, prendre beaucoup de place, et peut-être trop de place dans votre vie. Et du coup, c'est un événement qui arrivera à la fin de notre vie, mais qui vient contaminer tout le processus de votre vie et toutes les années qu'il y a avant. Et peut-être que dans ces situations-là, vous allez devenir obsédé, vous allez mettre un contrôle particulier pour la sécurité, pour la santé, pour la maîtrise du temps. Vous allez vous protéger de tout ce qui peut faire mal, dans le but de pas ressentir de mal-être, etc., pour éviter le risque, pour éviter la surprise, pour éviter l'intensité. Mais je trouve que du coup, si on rentre dans ce processus-là, à force de se protéger de la mort et de faire en sorte qu'elle arrive le moins possible, quelque part, on va se couper et se protéger aussi de la vie et de son expérience. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, la première étape, c'est de dire oui à la peur, en mode t'as le droit d'être là. J'ai le droit de te ressentir. Et parce que si vous l'acceptez, vous allez pouvoir avoir du coup accès à elle et savoir exactement réussir à la comprendre, et c'est déjà un acte d'apaisement. Ça va permettre de sortir de ce truc de fight là,
l'une contre l'autre, ou tout doucement en ouvrant une boîte puis l'autre, aller voir un petit peu le cœur de ça de manière à se sentir en paix, pour vivre sa vie en paix, et faire en sorte que quand le moment sera venu, on parte un petit peu, le cœur en tout cas, plus léger. Donc c'est un peu comme ça que j'ai pensé l'épisode. Donc il y a quoi comme couche derrière la peur de la mort? La première chose que j'ai notée, et là je vais regarder mon ordi parce que j'ai noté des questions précises par rapport à chaque point. La première chose, c'est comme je disais tout à l'heure, la peur du vide et de l'inconnu. Parce que c'est ça qu'il y a en fait derrière la peur de la mort, il y a la peur du vide et de l'inconnu. C'est l'endroit où potentiellement, on n'en sait rien, où la conscience elle s'arrête, ou du moins ça dépend des croyances de tout le monde, mais même si on ne sait pas exactement ce qui se passe après, tout ce qu'on sait c'est que le corps il fonctionne plus. On sait pas où, si l'esprit, la conscience, ça perpétue. Tout ce qu'on sait, c'est que le corps, il fonctionne plus. Donc, si le corps, il fonctionne plus, il y a quand même un vide et de l'inconnu où on sait pas ce qui se passe après. Et vu que le mental, comme je disais tout à l'heure, il déteste le vide, il va vouloir des repères, une suite logique, un après. D'où le fait qu'on se construise une histoire, d'où le fait aussi qu'on, peut-être on veut être dans une religion ou dans la spiritualité pour créer en fait nos croyances, s'accrocher à des choses en disant ok après il y a un paradis, ok après je redeviens poussière, ok après il y a rien, voilà c'est une forme de croyance aussi, mais la peur du néant c'est aussi la peur de la continuité, il y a plus de jeu en fait, le jeu n'existe pas, le corps il y a plus rien, et peut-être que si vous vous retrouvez dans cette peur du vide et de l'inconnu, la première question que j'aimerais vous poser et que je vous invite peut-être à soit écrire, parce que vous laissez infuser aussi ça, vous allez peut-être pas pouvoir répondre directement, c'est un sujet quand même intense, mais si vous vous retrouvez là-dedans, je vous invite à noter les 3 questions et à laisser infuser les questions de manière à pouvoir répondre à un autre moment. Ça peut être la première, c'est quand tu penses à ce vide-là, qu'est-ce que t'imagines qu'il y a dedans? Parce que souvent, c'est pas forcément le vide qui fait peur, c'est encore une fois ce que vous projetez. Et cette question, elle va vous amener à nommer ce que tu mets dans le vide, dans le néant. Peut-être que toi, tu vas l'appeler la solitude, l'oubli, le rien, parfois la paix. Et donc ça va te donner une indication sur comment tu perçois le vide et ce que tu vois derrière le vide. La deuxième question par rapport à ça, c'est qu'est-ce que tu perds si tu acceptes de ne pas savoir? C'est pour ça que je vous ai dit laissez infuser les questions, parce que de prime abord tu peux te dire waouh je vois pas, et c'est le but, hein, c'est des questions hyper intenses et peut-être que les 3 ne vont pas vous donner accès à quelque chose d'intéressant, mais voilà j'en donne plusieurs comme ça va on va dire donner à manger à tout le monde. Je sais pas comment le dire autrement. Qu'est-ce que tu perds si tu acceptes de ne pas savoir? Cette question, elle va toucher à la racine de ton contrôle. Elle va faire émerger peut-être des croyances du type, je sais pas, moi j'ai l'impression que je vais perdre ma valeur, je vais perdre ma sécurité, je vais perdre ma direction, tout le sens que j'ai mis, etc. Et donc, c'est là où tu vas mettre vraiment le doigt sur la tension intérieure dont je parlais tout à l'heure. Et la 3e question que j'ai notée par rapport à la peur du vide et de l'inconnu, c'est et si ce vide que tu redoutes tant n'était pas rien ou juste une fin, et que c'était un endroit que t'as jamais encore exploré en toi, mais aussi bien sûr à l'extérieur, l'extérieur ça arrivera au moment où ça arrivera, mais en toi, cet espace de vide qu'il y a en toi. Et ça c'est un peu une question de transformation de, ok, j'ai peur du vide et du coup j'ai un espace vide à l'intérieur de moi, mais c'est comme le lien avec la peur de la mort, si je l'éloigne et que je l'enferme et que c'est loin, cette sensation de vide elle va rester là. Donc essaie d'essayer au maximum de te rapprocher petit à petit de cet espace de vide, de lui dire qu'il a sa place d'être là, et que peut-être dans cet espace de vide, il y a un espace de possible où tu vas pouvoir créer quelque chose, imaginer quelque chose qui va venir t'apaiser. Et en tout cas, cette question, elle peut apaiser beaucoup de personnes, rien qu'en imaginant l'idée qu'on peut créer. Parce que c'est pas en fuyant le vide qui va disparaître, c'est en acceptant qu'il soit là pour comprendre que c'est un espace possible, que tu peux créer une compréhension nouvelle derrière, pour toi, le cycle de la vie, qu'est-ce que c'est? Et peut-être que tu vas pouvoir apporter un peu de paix, du sens, une nouvelle compréhension de la vie. Et bien sûr qu'en fait, personne
personne sait exactement. Mais le but, c'est que tu remplisses un petit peu cet espace de vide. C'est hyper philosophique. De toute façon, c'est un thème un peu philosophique en vrai, parce qu'on ne sait pas trop de quoi on parle. Sur l'après, en tout cas. Il y a très peu de certitudes, donc autant faire comme on peut, d'accord. La deuxième chose que j'ai notée après cette deuxième racine, c'est la peur de perdre ce qu'on aime. Il peut y avoir du coup la peur de mourir soi, mais il y a aussi celle de voir partir les proches qu'on aime, les proches, mais ça peut être les proches, la vie, c'est pour ça que j'ai mis, arrête de bafouiller par contre, la peur de perdre ce qu'on aime en général, parce que ça peut être les proches, ça peut être la vie en général, l'expérience de la vie, les repères, ton corps, il peut y avoir plein de choses. Et je trouve que derrière ça, il y a la peur de la séparation. Et les questions à te poser, si tu te retrouves là-dedans, c'est quand tu penses à la personne ou aux personnes que tu pourrais perdre, qu'est-ce que tu cherches à garder exactement? Parce que c'est pas forcément, ça peut être la personne qu'on refuse de perdre, bien sûr, mais ça serait intéressant d'aller rechercher plus en profondeur. Mais qu'est-ce qu'on vit à travers elle? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est une sécurité? Est-ce que c'est une version de toi? Et du coup, cette question, elle va t'amener à distinguer l'amour du besoin. Voilà. Elle fait émerger, j'ai mis quoi? Elle fait émerger, je ne veux pas perdre ce que je ressens quand cette personne est là. Et c'est souvent le point de départ pour transformer la peur en gratitude plutôt qu'en attachement. Bien sûr que tu as envie que cette personne, elle reste, mais cette personne, elle t'apporte quelque chose. Et du coup, il y a quelque chose d'elle, ou de ce que votre relation vous apporte, que tu cherches à garder. Et mettre le doigt déjà dessus, c'est de comprendre ce qui se joue en toi. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui serait vraiment insupportable pour toi dans le fait de la perdre? Cette question, elle va droit dans l'émotion brute. Elle va te permettre d'identifier le vrai noyau de la peur. Ça peut être, si elle est pas là, ce qui serait vraiment insupportable, c'est de vivre en fait la solitude, l'injustice, la culpabilité, un vide identitaire, je saurais plus qui je suis, etc. Tant que tu sais pas ce que tu redoutes exactement, la peur, elle va rester floue et elle va être toute puissante parce que t'es là en mode, en plus, je sais pas de quoi j'ai peur, juste je sais que j'ai peur, etc. Là, au moins, tu mets un mot dessus, tu la nommes et ça va devenir plus tangible. Tu vas déjà savoir ce que tu perds avec cette personne ou avec cette chose de la vie. Hein. Tu l'adaptes en fonction de ce que tu auras trouvé pour toi. Et là, la troisième question que j'aimerais te poser dans cette situation-là, c'est et si aimer quelque chose de la vie, aimer quelqu'un, c'est aussi accepter que ça change de forme, que le lien, il puisse exister autrement entre vous. Et ça, c'est la bascule un petit peu de comment transformer ça, parce que on va pas nier la peur, on va l'ouvrir, en gros, on va ouvrir la peur, on va voir ce qui se cache derrière la peur de perdre ce qu'on aime, et l'amour, il va jamais disparaître. Même si on n'a plus la présence physique de l'un et de l'autre, l'amour, il ne disparaît pas. Il va juste se transformer, il va rester, il va, je sais pas comment dire, mais se déposer autrement, enfin, il va perdurer, en fait. Et quand on imagine perdre ce qu'on aime, des fois on a peur de perdre l'amour, on va perdre forcément quelque chose qui est la présence physique. Et ça, malheureusement, j'ai pas de solution miracle pour ça. C'est-à-dire que c'est normal, c'est la suite logique en tout cas. Mais cette question, en tout cas, elle peut réconcilier sur l'amour et l'impermanence de cet événement. Elle va aider à passer de je veux garder à tout prix et j'accepte pas en fait, à je peux continuer à aimer même autrement. Moi, j'ai trouvé ça comme question parce que moi, quand j'ai perdu la première personne de ma vie, c'était ma grand-mère maternelle. Et en fait, aujourd'hui, je l'aime toujours. Et des fois, je la ressens avec moi. Elle est plus là physiquement. Et elle est plus là depuis très longtemps. Peut-être 20 ans, peut-être. Ça fait peut-être 20 ans, ouais. Et en fait, je l'aime toujours. J'ai toujours une forme d'amour. J'ai toujours les souvenirs que j'ai avec elle, même si j'étais enfant et que ça fait assez longtemps. Des fois, je la sens auprès de moi dans certaines périodes de ma vie. En fait, elle est là. Et peut-être que
des fois, je me suis questionnée, je me dis, mais ça se trouve, c'est faux, je m'invente. Et alors, est-ce que ça me fait du bien? Il y a beaucoup de choses comme ça où, tant que je fais du mal à personne, tant que je me fais pas du mal à moi, si j'ai la sensation, des fois, de me dire, ah, j'ai l'impression que, voilà, des fois, je lui parle même. Je lui parle et je lui dis ce que je ressens, je lui dis des choses. En fait, je fais comme si elle était là physiquement, mais en fait, elle est plus là physiquement. Mais juste, j'ai la sensation d'avoir gardé une forme de lien avec elle. Et peut-être que c'est faux, et peut-être que ça se trouve, elle m'a jamais entendu. Mais en fait, tant que ça me fait du bien de croire dans ma croyance que je lui parle et qu'elle m'entend, bah, personnellement en tout cas, au-delà même des croyances que je me suis créées, parce que là, je divague un peu, il y a toujours une forme d'amour que j'ai dans mon corps pour elle. Et après, encore une fois, c'est mes croyances. Mais je pense qu'elle a toujours une forme d'amour aussi. Parce que, voilà. Moi, après, ça dépend des croyances de chacun. Mais en tout cas, vous êtes pas obligé de dire la personne, elle s'en va. Du coup, je vais tout perdre d'elle. Maintenant, en fait, vous avez... Enfin, dans une relation, il y a deux personnes. Elle a son corps, elle a ses ressentis et ses pensées et tout un système. Et vous aussi. Donc, en fait, oui, la personne, elle va partir. Et physiquement, elle va plus être là. Mais est-ce que ça va vous enlever ce que vous pensez d'elle, ce que vous ressentiez pour elle, tous les souvenirs que vous avez vécu ensemble? Non. Ça va rester. Et vous allez pouvoir avoir accès à cet amour. Donc voilà. Peut-être ouvrir la perception que, voilà, j'ai peur de perdre ce qu'on aime. On a peur de perdre ce qu'on aime, mais en même temps, on peut toujours y avoir accès aussi. Et ça vient peut-être apaiser certaines parties. Je vois qu'il y a déjà combien de temps? 31 minutes. Je suis rendue à la 3e. Ça va durer très longtemps en fait, ces épisodes. Je me rends compte. La 3e racine de la peur de la mort, c'est la peur de la souffrance physique ou psychique. C'est ce que j'ai noté. Parfois, faut que je boive là, parce qu'en plus, j'ai mangé de la sardine. Désolée, je vous donne des détails. J'ai mangé de la sardine là, je sais pas. J'aurais peut-être dû me laver les dents là. Bon, bref. Mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? C'est catastrophique. Bref, la 3e peur que j'ai trouvée derrière, c'est la souffrance physique ou psychique, ou les deux. Et peut-être que ce qui nous fait peur derrière la peur de la mort, c'est cette douleur-là, la douleur, la déchéance, la dépendance. Voilà, mettez le mot qui convient le mieux pour vous. C'est un peu la peur de ne pas avoir la maîtrise sur son corps, sur sa dignité, sur sa tête. Et peut-être que la question à se poser par rapport à ça, c'est quand tu penses à la souffrance, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Avoir mal ou ne plus pouvoir rien faire contre ou ne plus pouvoir décider? Et cette question, elle va peut-être t'aider à voir si la peur, elle vient du corps, de la douleur, ou du mental, qui peut être associé à une perte de contrôle. Et voilà, peut-être que c'est lié au fait de comment on va gérer ça. Et encore une fois, le but, c'est de nommer pour savoir exactement ce qui se joue en nous, pour savoir exactement la source de la peur. La deuxième question, c'est est-ce que tu arrives à reconnaître que vouloir éviter la souffrance, c'est aussi une forme de protéger la vie en toi? Tu peux rester toute la vie à avoir cette crainte-là, mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Quelles sont les conséquences au quotidien ou dans ta vie que ça va t'apporter? Et encore une fois, c'est un réflexe qui est humain et qui est normal. Personne n'a envie de souffrir. En fait, je pense que... Bon, si, j'allais faire une généralisation, mais en vrai, je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont envie de souffrir. On n'en sait rien. Mais globalement, si on parle en termes généraux, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de souffrir. Justement, au contraire, on a envie de s'en protéger. Et au lieu de la juger, au lieu de se juger et d'avoir peur de souffrir, on peut le voir aussi comme un réflexe de survie. Et ça vient déjà apaiser quelque chose. Plutôt qu'encore une fois lutter contre le « non, je devrais pas avoir peur de ça, nanana. » Juste dire « ok, mais en fait c'est juste un réflexe de survie, c'est normal, quasiment personne a envie de souffrir. » Et voilà, ça vient déjà apaiser quelque chose. Et du coup, la troisième question que j'aimerais poser par rapport à ça, c'est et si la souffrance, au lieu d'être un ennemi à combattre, ça devenait juste un signal qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin de douceur. Et ça permet d'arrêter de se battre contre la douleur et la peur que tu as. Commencer à l'écouter. Pardon.
commencer à l'écouter et en prendre plus soin ou lui laisser plus d'espace. La quatrième peur que j'ai trouvée comme racine un peu de la peur de la mort, c'est la peur de ne pas avoir assez vécu. La peur, elle est liée cette peur-là, elle est liée au regret, à la sensation de ne pas avoir peut-être profité, réussi, accompli des choses dans ta vie. Et du coup, la mort, un petit peu de l'expérience de la mort, ça va devenir un peu le symbole d'une vie où tu as la sensation qu'elle est inachevée. Et moi, je vous disais au début que j'ai pas peur de la mort, parce que dans les faits, j'ai pas peur de la mort. Mais par contre, je pense que ma plus grande peur, c'est justement lié à cette peur-là. J'ai peur, moi, à 90 ans, de faire l'état des lieux de ma vie. Bien sûr, dans une propale où je vis très longtemps. Mais bref, je dis 90 ans comme ça, je me porte chance de vivre longtemps. Imaginons je suis à 90 ans et je sens que voilà, ma fin de vie est proche. J'ai tellement peur de me dire, en fait, je regrette. J'ai pas fait les choix, les choses que j'avais envie de faire. Et ça, je pense que ça me fait terriblement peur. Et c'est ça qui me donne aussi envie de vivre intensément, d'expérimenter plein de choses, d'aller même dans l'inconfort, sortir de ma zone de confort, lancer une activité, changer 15 fois de travail, déménager, voyager, faire plein de choses, de vivre intensément, parce que je n'ai tellement pas envie de regretter. Je me dis, on a une vie, on en a qu'une. Il y a plein de personnes un peu plus âgées que moi avec qui j'ai déjà parlé de ça, qui m'ont dit profite, la vie ça passe très vite. Et là je me rends compte parce que l'année prochaine j'ai 30 ans et ça va, je suis encore jeune, mais en fait on n'en sait rien. Dans 2 ans je peux mourir. Non, on se porte pas l'œil. On a dit allez, 90 ans. Mais bref, voilà, je pense que pour faire une aparté, moi j'ai plus peur de ça en fait, de regretter ma vie, parce qu'en fait t'as pas moyen de faire demi-tour quoi. Genre, ça sera trop tard. Tu seras là en mode ok. Donc moi je profite, et c'est aussi un de mes drivers, c'est-à-dire que ok, je prends conscience que ça me fait peur de vivre ce moment-là, c'est une projection future que je suis même pas sûre de vivre, mais j'ai peur de vivre ce moment-là. Mais du coup parfois je l'utilise en me disant t'as peur de faire ça, ouais, mais en fait t'as peur de faire telle action, t'as peur de faire ci, t'as peur d'aller dans l'inconfort, mais ça me pousse en fait à faire les choses, parce que du coup ça en devient comme un driver de vie. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, la peur de ne pas avoir assez vécu. La première question, peut-être à se poser par rapport à ça, c'est quand tu dis je n'ai pas assez vécu, à quoi tu penses exactement? Ça peut être des choses que t'as pas faites. Ça peut être des moments où t'as pas vraiment été présente dans ce que tu vivais. Parfois, ça peut être une peur de pas avoir fait, mais ça peut être aussi dans le ressenti. Je trouve qu'il y a les deux. Ça peut être maman. Je pense à ma grand-mère paternelle, où j'avais discuté d'elle parce que voilà, elle a 93, c'est le dernier grand-parent qui me reste. Et quand je discutais avec elle, elle me disait oh mais moi je regrette d'avoir passé mon permis, de pas avoir assez conduit, pourquoi j'ai réagi comme ça, etc. Donc je venais la questionner et on en parlait, etc. Mais je me rends compte que voilà, on va peut-être avoir des moments dans nos vies en mode mais pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. Mais ça peut être aussi un ressenti, j'ai la sensation d'être passée à côté de ma vie. Donc peut-être viens mettre toi dessus. Quand tu dis j'ai peur de pas avoir assez vécu, ça sera dans quel sens? De pas avoir fait des actions qui te faisaient peur, de ne pas avoir ressenti un certain état d'esprit, par exemple une paix intérieure. Et quelle action, non ça c'est dans les autres, mais quelle action tu viens faire dans ta propre vie pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Et la deuxième question que j'aimerais poser par rapport à ça, c'est si tu regardais ta vie comme une succession d'expériences et pas comme une liste de choses à cocher et à faire. Peut-être que tu verrais déjà ce que tu fais de beau, de fort, et que tu verrais déjà ce que tu as vécu. Peut-être que cette question, elle va t'aider à venir adoucir la comparaison. Elle va te reconnecter à la gratitude, à la richesse de ta vie. Ah, ok. Désolée, j'avais un message. À la richesse de ta vie qui est déjà présente, et dans la reconnaissance
peut-être que c'est par la reconnaissance de ta vie et des choses que tu as déjà faites que tu vas pouvoir commencer à dissoudre en tout cas cette peur-là. Et la troisième question que j'aimerais te poser, c'est et maintenant, si tu pouvais ajouter une seule chose, faire un petit geste, une action qui te ferait sentir vivante demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, ça serait quoi? On ne parle pas d'un grand rêve de vie, bon, fais-le si tu as besoin, mais ça peut être aussi un projet, ça peut être aussi une toute petite action, une expérience, un instant, vivre quelque chose avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu pourrais faire, dire ou ressentir qui te donne cette sensation ou cette impression que là je suis en train de vivre et c'est exactement ce que je veux faire, ressentir et dire dans ma vie. Et de constamment choisir cette sensation-là, ou en tout cas de se le rappeler de manière à normalement éviter ce moment où tu vas avoir potentiellement l'impression d'avoir raté ta vie à 90 ans. Et ben non. Donc voilà, redevenir un peu acteur et actrice de ton présent et mettre des actions en place pour faire en sorte que ça n'arrive pas. 40 minutes, je fais que parler. La peur, la cinquième peur, c'est la peur du non-sens. Pour beaucoup, peut-être que la mort, elle vient remettre en question à quoi bon si tout s'arrête en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient en rien après la mort. On redevient poussière et voilà, le jeu est fini. Et du coup, derrière cette peur, ça touche à la quête de sens. Et peut-être que sans vision symbolique, spirituelle, philosophique, religieuse, la mort, ça peut sembler absurde en fait. Et si t'as la peur du non-sens, de se dire, mais imagine, il n'y a rien après, peut-être que les questions à te poser, c'est quand tu te dis à quoi bon, à quoi est-ce que tu fais référence à ce moment-là? Est-ce que tu parles de la vie en général? Est-ce que tu parles de ta vie à toi? À quel moment précis? Parfois, c'est pas forcément le monde en général qui te semble vide de sens, c'est peut-être juste que tu as perdu le lien avec ce qui pour nous a du sens aujourd'hui ou ce qui pour toi a du sens aujourd'hui. Et donc peut-être viens rechercher le sens que tu mets dans la vie et essayer de te questionner par rapport à ça. Quand tu repenses, la deuxième question, c'est quand tu repenses au moment où tu t'es senti vivant, vivante, profondément peut-être aligné dans ta vie, c'était quand? Avec qui et tu faisais quoi? Cette question, elle va te reconnecter au sens, mais pas dans un sens théorique applicable à tout le monde, à ton sens personnel à toi. Et ça peut être un regard, ça peut être une parole, ça peut être une création, ça peut être un moment, un souvenir que tu as vécu. Et ces moments-là, ça va être des points de repère. Ils vont te rappeler ce qui t'a donné goût à la vie. Et même si, du coup, la peur du non-sens, tu te dis, mais attends, quel est le lien, en fait, entre les deux? Peut-être que oui, ok, on sait pas. Si ça, à quoi bon, si tout s'arrête? En fait, il y a quand même beaucoup de choses à tirer de la vie. Même si on n'est pas sûr de la mort et qu'on a peur de se dire, mais ça se trouve, il n'y a plus rien après. L'expérience de la vie reste une expérience unique et importante. Et la troisième question par rapport à ça, c'est et si le sens n'était pas justement une réponse à trouver dans c'est quoi la mort, il se passe quoi après, est-ce que vraiment il y a quelque chose ou est-ce que ça sert à rien? C'est plutôt une manière de vivre chaque jour un peu plus consciemment. En fait, des fois on se focalise peut-être à ce moment-là trop sur ouais mais ça se trouve ça sert à rien, quand on meurt il n'y a plus rien. Oui, peut-être. Personne n'a la réponse, mais du coup est-ce que ça doit t'empêcher de vivre? T'as pas besoin d'un grand pourquoi pour que la vie elle ait du sens. Parfois il suffit juste d'être là, dans la conversation, dans le repas que t'es en train de faire, dans le silence aussi, dans les choses que t'expérimentes. Et voilà, tout ça, ça a déjà du sens en fait. Et donne le sens, toi, que t'aimerais avoir ou donner comme filtre sur ta propre vie. La sixième peur racine de la mort, c'est du coup il y a cette peur un peu biologique, l'instinct de survie, en mode en fait on a peur de mourir parce que c'est une réalité biologique, notre corps il est programmé pour vivre. Donc quand on parle de mort, même si c'est de manière abstraite, même si c'est pas encore présent dans notre vie,
bah le cerveau il interprète comme un danger réel, et c'est pour ça je pense qu'aussi il y a des personnes qui ont peur d'en parler, parce que ça reste une peur physiologique qui est pas rationnelle. Et du coup la question à te poser à ce moment-là, c'est quand la peur elle monte dans ton corps, quand il y a vraiment une sensation corporelle qui t'envahit, parce que tu dis oh là là je pense à la mort et j'ai peur de la mort, etc., parce que vraiment c'est ton corps qui est en réaction. Quand tu sens la peur monter dans ton corps, qu'est-ce que tu ressens exactement? Est-ce que tu peux mettre un mot sur ce que tu ressens? Et où est-ce que tu le ressens dans ton corps? Est-ce que c'est dans ta gorge? Est-ce que c'est dans ton ventre? Est-ce que c'est dans ton plexus? Est-ce que c'est dans tes cheveux? Je sais pas. Mais juste essaie de savoir où est-ce que ça se situe dans ton corps. Est-ce que c'est une tension? Est-ce que c'est une boule dans la gorge? Est-ce que c'est un blocage? Est-ce que machin? Et le simple fait de nommer où ça se manifeste, c'est déjà commencer à reprendre contact avec cette peur-là. Et ça vient de lui donner une place, une légitimité à être là. La deuxième question, c'est si au lieu de fuir cette peur et de t'en éloigner, tu prenais juste un instant pour respirer dans la sensation qui arrive. En fait, parfois, quand on ressent quelque chose, et c'est bien souvent le cas avec les émotions, c'est je ne veux pas ressentir, du coup je fuis, et j'ai la sensation que vu que je fuis, la sensation va partir. Mais pas du tout, en fait. La sensation, elle va rester jusqu'à ce que tu laisses la place et que tu l'écoutes et que tu lui dises, ok, je la sens là, je la laisse monter, je la laisse m'envahir, et plus tu vas vers ça rapidement, plus vite elle va passer. Donc, la laisser un espace en disant, ok, en fait, je sens que là j'ai peur de la mort et vraiment, ça m'envahit dans mon corps. Je me dis, ok, j'ai une sensation d'oppression dans la poitrine. Ok, peut-être que je mets une main dessus ça m'aide à conscientiser, et je vais respirer. Je vais respirer dans la sensation de manière à venir apaiser, à faire circuler la vie aussi dans un truc où t'as peur de mourir. Et sentir que dans cette tension, en respirant, il y a la vie qui circule dedans. Chaque battement, chaque souffle que tu vas donner, c'est comme si tu disais à ton corps, je suis là, j'ai le message, j'ai compris la sensation, je l'accueille. Et juste ce simple retour au corps pour venir apaiser ton corps, ça va apaiser aussi ton mental. Et du coup, t'auras compris la peur, pourquoi elle est là et quel message elle vient te donner. Et du coup, la troisième question, c'est un peu ça. Qu'est-ce que ton corps, il essaie de te dire à ce moment-là? Est-ce qu'il te protège? Est-ce qu'il te rappelle de ralentir dans ta vie? Est-ce que, la peur, c'est pas un ennemi, c'est juste, faut le voir comme un message, comme une émotion qui a un message, comme une alarme, comme un signal de survie. Et le but, c'est pas comment l'éteindre, mais qu'est-ce qu'elle cherche à me faire comprendre? Quel est le message qu'elle m'envoie? Donc ça, ce serait par rapport à ça. On y est presque rendu. 47 minutes. Et je tousse, parce que je bois de travers. En fait, je me suis dit, je vais faire un épisode court. Mort de rire. Mais je crois que je me dis ça à chaque fois, mais ça marche pas. La 7e racine de la peur de la mort, c'est la peur de disparaître. Même symboliquement, ou disparaître tout court. La peur de ne pas laisser de traces, de ne pas avoir compté. Vous voyez cette sensation un peu? Et peut-être que c'est une peur qui est liée à l'ego. Et aussi aux besoins humains qu'on a peut-être... Pardon. Waouh, je vais tout. Une peur de l'ego et une peur, un besoin humain qui est de transmettre, et le besoin un peu de mémoire qu'on a envie un peu de laisser. Et du coup, derrière la peur de mourir, il y a la peur de disparaître et de ne pas avoir laissé de traces. Et du coup, peut-être que la question à se poser, c'est quand tu penses à disparaître, qu'est-ce que t'as peur qu'on oublie de toi? Si tu devais mettre un mot sur ça, est-ce que c'est ton visage? Est-ce que c'est ton apparence physique? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est la manière dont t'as aimé les gens? Est-ce que c'est un projet en particulier? Enfin bref, mais essaie de voir qu'est-ce que t'as peur qu'on oublie de toi à ce moment-là. Et du coup, derrière cette question-là, ça vient mettre le mot sur le vrai besoin qui est derrière ta peur. Est-ce que t'as envie d'être reconnu? Est-ce que t'as envie d'être utile? Est-ce que t'as envie d'être aimé? Ou simplement être vu? La deuxième question, c'est qu'est-ce que t'aimerais laisser, transmettre ou semer aussi avant de partir? Et peut-être qu'il peut y avoir une différence entre je veux transmettre ça, et je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai pas encore rempli ma mission. Et donc de le savoir
de savoir exactement ce que tu veux transmettre et semer et laisser aux générations futures ou aux personnes dans ta vie, en mettant de la conscience dessus, tu vas pouvoir aussi faire des actions associées pour mettre tout ça en place dans ta vie et pouvoir atteindre cette sensation-là. Et la troisième question que j'aimerais te poser, c'est quand tu regardes ta vie aujourd'hui, essaye de voir quelles traces tu as déjà laissées. Peut-être que tu as laissé des traces sans même t'en rendre compte. Tu peux aussi demander à des proches à toi. Ça peut être intéressant de savoir ça. Parce que je pense qu'il y a quand même une trace de nous dans toutes les personnes qu'on a côtoyées. Ou toutes les personnes qu'on aime, etc. On a forcément laissé une trace chez quelqu'un. Même si elle est infime et même si elle est toute petite, on a quand même laissé une empreinte. Et ça peut être les mots que t'as dit à une personne, ça peut être les regards que t'as posés sur des choses, des moments où t'as aidé, où t'as été présente, où t'as inspiré, où t'as soutenu quelqu'un. Et tout ça, c'est des traces invisibles, mais qui sont bien réelles. Et du coup, les reconnaître, ça va déjà commencer à apaiser ta peur. À vraiment lister en mode ok, telle personne, ou d'aller directement questionner et que les personnes qui comptent pour toi te disent bah oui, t'as marqué ma vie pour ci, pour ça. Et du coup, bah cette peur de disparaître, ou même que ça soit symbolique ou non, elle va prendre moins de place parce qu'en fait, t'as déjà des preuves concrètes que t'as laissé une trace dans la vie des gens. Et la dernière peur, derrière la peur de la mort, quelle est la racine derrière ça? Il y a un peu une peur qui est culturelle parce on nous apprend pas à mourir. Ça fait écho au premier épisode que j'ai sorti de pourquoi la mort est-elle, le sujet de la mort est-elle tabou? Je sais plus le titre de l'épisode. Mais on est dans une culture où la mort elle est cachée, elle est évitée, elle est aseptisée, on n'a plus trop, on est un peu dissocié un peu de ce qui se passe et voilà, on a moins accès à ça. Et du coup, on n'apprend pas en fait à l'apprivoiser comme une étape du cycle de la vie. Donc, c'est aussi normal qu'elle fasse peur parce qu'elle est étrangère à nous. Et donc, la question à se poser, c'est quand tu penses à la mort, est-ce que tu sens que ta peur, elle vient de toi ou de ce qu'on t'a appris à penser? On hérite peut-être de peur de nos proches aussi ou de la société, entre guillemets, sans s'en rendre compte. Elle peut venir des silences familiaux, du fait que dans notre famille aussi c'est des sujets tabous qu'on parle jamais, de tout ce qu'on n'a pas vu ni nommé, des questions existentielles qu'on se pose mais on reste dans nos têtes parce que du coup on se dit mais non mais si je viens chercher ça sur internet, en parler avec quelqu'un, ça va rendre le truc réel, j'ai l'impression que je vais mourir. Alors vous voyez, on se fait des scénarios, des choses comme ça. Et du coup cette question là, tu mets un peu les deux pieds dans le plat, je suis d'accord avec toi, mais elle va ouvrir une distance saine entre ta peur vécue et la peur transmise. Tu vas savoir ce qui t'appartient ou ce qu'on t'a transmis à toi. La deuxième question que j'aimerais poser par rapport à ça, c'est qu'est-ce qu'on t'a montré ou pas montré de la mort quand t'étais enfant? Comment ça a été abordé? Est-ce que ça a été abordé déjà comme sujet? Est-ce que t'as lu des livres dessus? Est-ce qu'aujourd'hui tu te renseignes? Est-ce que t'as déjà écouté un podcast, regardé une vidéo YouTube? Voilà, viens te questionner par rapport à ça. Est-ce que t'en as déjà parlé avec des proches à toi? Si oui, avec qui? Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que t'as pu poser des questions quand t'étais enfant ou même adulte, ça vaut? Est-ce que t'as pu dire que t'avais peur? Est-ce que t'avais un espace nécessaire pour en parler? Et revenir à ce moment-là, ça te permet de comprendre ce qui s'est passé dans ton passé, qui permet de comprendre ton rapport à la mort et à la vie aujourd'hui. Et voilà. Et la troisième question que j'aimerais te poser par rapport à ça, c'est et si tu décidais maintenant de créer ta propre manière d'en parler, d'y penser et de la regarder, sans reprendre les mots des autres et de ton passé, ni tes croyances d'avant, simplement te demander qu'est-ce que la mort elle signifie pour moi, ici, maintenant, et t'autoriser à réécrire ce que tu penses de la mort, comment t'as envie de la voir, est-ce que t'as envie de te renseigner dessus ou pas, est-ce que t'as envie de créer un environnement, un espace où tu peux en parler librement avec des personnes, voilà, et tout ça, ça va te permettre de reprendre une forme de liberté et de choisir ta façon d'être en vie face à la finitude, face à la mort. Donc voilà, ça c'était les 8 raisons, 8 racines un peu pour moi que je trouve de ce qui se cache derrière la peur de la mort. J'ai très soif. Ça enregistre toujours, magnifique. Hop. Et tu vois que quand on décortique un petit peu cette peur, elle devient presque normale en fait.
on n'a pas forcément peur de la mort, on a peur de tout ce qui se joue derrière. À toi de voir ce qui te fait écho. Et elle parle, je trouve, beaucoup de notre besoin d'aimer, de comprendre et de durer un peu plus longtemps. Et du coup, ça nous enseigne une vérité qui est simple, mais qui du coup, vu qu'on s'intéresse pas à ces sujets-là et que c'est tabou, c'est un peu caché. C'est que notre temps, il est limité sur cette terre et que c'est justement pour ça qu'il a tant de valeur. Et ça, c'est quelque chose à comprendre aussi. La deuxième partie un petit peu de l'épisode, et normalement ça va durer moins longtemps, je l'espère, c'est de parler un petit peu comment je l'ai mis, parce que là du coup je fais même pas de transition. Voilà. Je fais même pas de transition entre les deux parties, mais je voulais parler en fait, pour tout vous dire, j'ai eu un témoignage de ma mère, de ma maman, qui écoute mes épisodes de podcast, c'est un peu ma première fan. Comment je le dis, c'est trop marrant. Et du coup, elle m'a parlé des dernières volontés. Elle m'a dit que c'était très important de parler des dernières volontés et de le faire savoir aux personnes, et que c'était l'un des plus bel acte d'amour qu'on puisse aussi poser, autant pour nous que pour les autres, c'est d'exprimer nos dernières volontés. Et c'est pas forcément morbide ou se préparer à mourir, etc., ou le fait qu'on a envie de le faire vite et que du coup on donne toutes les infos. C'est aussi de se donner la paix, de savoir que le moment venu, on aura laissé des repères, qu'on aura exactement la fin qu'on a envie d'avoir aussi, parce que à chaque fois il y a des personnes qui ont envie d'être incinérées, il y en a qui ont envie d'être enterrées dans des endroits précis, dans je sais pas, avec une musique particulière, un rite particulier, peut-être que ça peut être de donner ses organes, enfin voilà, il y a plein de questions en fait à se poser par rapport à ça, écrire un peu ses volontés funéraires. Et je pense que j'avais envie, je sais pas si je vais pouvoir faire ça. Est-ce que je peux faire ça? Oui. Je vais vous lire le message qu'elle m'a envoyé tout à l'heure, avant que je prépare l'épisode. Elle m'a dit: j'ai écouté ton dernier podcast, vaste sujet sur la mort. Je pense que tu as raison de ne pas aborder le sujet d'après-mort. C'est un sujet religieux et chacun a ses croyances. Ce qui est tabou également, et pour moi, c'est pourtant celui qui devrait être abordé avant de mourir, c'est de dire ses dernières volontés. Il faut qu'on aborde le sujet de vive voix. Ah mince, attendez. J'ai loupé une phrase. Elle m'a dit après, ce qui est... Maintenant, je viens de le dire. Les personnes directement, des expériences, je peux dire que... Enfin, d'expérience, et d'en avoir parlé avec des personnes directement, je peux te dire que c'est un sujet primordial. Je me rappelle d'une discussion avec ma mère, plusieurs années avant sa mort, sur le choix de lieu de sépulture. On pensait, donc elle, avec ses frères et sœurs, pensait qu'elle aurait préféré être enterrée dans sa ville de naissance, alors que nous, elle nous avait exprimé le souhait d'être dans sa ville de résidence, donc qui était à 2 endroits différents. Et donc quand elle est décédée, c'était plus simple pour nous, sa famille, car elle avait exprimé son choix. Et je peux t'assurer que quand tu prépares des funérailles, c'est un soulagement de respecter exactement les volontés de la personne décédée. Surtout que dans ce moment-là, on est dévasté et on a autre chose à penser tellement la douleur peut être compliquée. C'est un sujet tabou, beaucoup de personnes ont peur de parler de leur vivant, de ce qu'on veut pour son propre enterrement, de peur de mourir peut-être rapidement, et ça peut faire peur. Mais ce que je voulais te dire sur ce sujet, qui est très sensible, mais je suis certaine que que c'est une épreuve qui nous rend plus forts et qui nous fait voir la vie autrement et nous permet de nous recentrer sur l'essentiel. Et en fait, j'avais envie de lire son témoignage parce que je trouve que c'est très intéressant. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Des fois, on sait pas. On sait pas ce qu'on veut comme... Mais c'est intéressant de se questionner, parce que si on a envie que ça entre guillemets, que notre départ et notre perte allège le plus possible notre famille et nos proches qui vont nous enterrer, bah c'est aussi leur faciliter la vie dans leur deuil qu'ils seront en train de faire pour nous. Et c'est aussi une preuve d'amour quelque part, de venir alléger leur charge mentale, de ne pas prendre des décisions, d'être tourmenté par des questions de est-ce qu'elle aurait aimé ça, est-ce qu'elle aurait voulu ça. Et du coup, c'est intéressant de venir soi-même se poser la question, dans une projection, de venir alléger les sensations et les prises de décision de nos proches qui devront faire ce travail pour nous. Et il y a une autre chose que je voulais vous parler, du coup, qui est un peu anticiper tout ce qui est administratif et les démarches, donc ça rentre dedans.
Parce que comme je le disais, du coup, faire un peu d'ordre de son vivant, c'est un vrai acte d'amour, plutôt que de rajouter une forme de douleur, mais aussi de prise de décision dans l'étape de deuil. Et d'ailleurs, je pense que ce sera le prochain sujet de podcast, genre comment réussir à faire son deuil, etc., parce que ça m'a été beaucoup demandé. Mais du coup, ce qu'on peut faire de notre vivant, c'est de créer un dossier avec peut-être notre identité, compte, les documents importants, les mots de passe, les contacts à prévenir. Désigner peut-être une personne référent ou référente de confiance, une personne qui saura quoi dire, quoi faire si on n'est plus en capacité. On peut faire aussi, du coup, comme je disais, écrire ses volontés funéraires, la crémation, l'enterrement, le don d'organes, les rites, les musiques. Et moi, je voulais aussi vous parler de quelqu'un que j'ai connu quand j'ai commencé à développer mon projet, qui s'appelle Julia. Et je vous mettrai son compte Instagram, mais sur Instagram, elle s'appelle Julia-la suite. Et en fait, elle a créé une entreprise qui est un projet incroyable qui du coup s'appelle La Suite, et en fait elle est copilote administrative. Elle permet d'anticiper et faire un inventaire de tous ses papiers et de ses démarches pour soit pour la gestion après le départ d'un proche, donc elle vient vous aider en fait dans cette étape-là, mais on peut, je crois aussi de mémoire, le faire de son vivant, et c'est aussi préparer ça dans le but de voilà apaiser, on va dire, nos proches et le travail qu'il y aura à faire quand on sera décédé nous-mêmes. Donc voilà, je vous laisse aller regarder parce que je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça trop cool qu'il y ait, et trop important surtout, plutôt que cool qui fait un peu c'est pas un sujet cool, mais c'est important en tout cas qu'il y ait des structures comme ça qui nous permettent de venir voilà alléger cette période-là. Et la troisième chose que je voulais partager, c'est peut-être de notre vivant, tant qu'on l'est encore, c'est de venir réparer et pacifier ce qui est un peu en suspens dans nos vies, pour faire un peu plus de place à la paix. Peut-être que ça peut être d'oser dire pardon, d'oser dire merci, d'oser dire je t'aime, je te libère, de terminer des relations qui sont restées figées ou qui sont restées dans le conflit, et peut-être d'écrire des lettres jamais envoyées pour se libérer d'une histoire ou exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer de notre vivant, et faire aussi une relecture de notre vie, que ça soit seul ou accompagné par du coaching, par de la thérapie, par de l'accompagnement au deuil. Bref, tout ça, je pense c'est un des grands pouvoirs de la vie, de pouvoir faire ça, et profitons d'être encore vivant, parce qu'on sait pas, on connaît pas la fin et on sait pas si on pourra le faire ou dans quelle mesure on pourra faire ça. Donc profitons de notre vie pour pouvoir faire ça. Et pour moi, c'est les 3 pistes à explorer pour, je sais pas comment dire ça, mais pour voilà se préparer, pas se préparer à mourir, c'est horrible ce que je dis, mais en tout cas ouais, bien profiter de la vie et mettre ça en place de manière à apaiser tout ça. Bref, je pense que le sujet, j'ai fait le tour du sujet au bout d'1 heure. Je vais vous laisser là-dessus. Je pense que la semaine prochaine, l'épisode 3, j'aimerais bien parler du deuil, pourquoi ça bouleverse autant, comment apprendre à vivre avec l'absence des personnes, peut-être donner des conseils ou des choses à mettre en place si on perd quelqu'un, ou comment on peut s'en sortir. Je pense que le vendredi prochain à midi, je sortirai cet épisode. Si jamais vous voulez venir apaiser, réparer, dire pardon, pacifier des choses à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à prendre une ou plusieurs séances de coaching avec moi. Ça sera avec grand plaisir. Je vous mets le lien en description si vous avez envie de me contacter. En tout cas, je vous remercie déjà de votre écoute. J'espère que c'était quand même agréable et que ça vous a appris quelque chose, ou en tout cas c'est venu vous questionner. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Bye! Ciao ciao!